Moi, le conseil que je dirais, c'est de ne pas hésiter puis d'y aller à pieds joints. Moi, 3 jours avant que je parte, je me disais encore dans ma tête, la première fois que je suis parti au Japon, je me disais encore dans ma tête, c'est une idée de fou. Qu'est-ce que je fais là? Je suis même pas supposé partir. Donc, Charles Morissette, j'ai été étudiant à l'Université de Montréal au baccalauréat en études internationales ainsi qu'une mineure en études est-asiatiques jusqu'à l'hiver 2020. Je suis présentement stagiaire à l'Assemblée nationale pour la Fondation Jean-Charles Bonenfant, mais je vais devenir le mois prochain conseiller au secrétariat général de l'Assemblée nationale. J'ai fait l'expérience de j'ai deux grosses expériences en mobilité à l'Université de Montréal. Donc, la première était en 2018 à l'Université de Tsukuba au Japon. Donc, c'était la première grande expérience que j'ai faite à l'extérieur du, du Canada, donc qui était plus qu'un simple voyage. Et ça m'a permis, je le crois fortement, cette expérience-là, d'avoir la deuxième expérience de mobilité au Japon également, mais cette fois-ci comme stagiaire à la délégation générale du Québec à Tokyo. Dans le stage, j'ai aussi fait l'expérience de l'école d'été du Cerium qui se donnait à Tokyo en mai 2019. Mais en général, c'est 3 expériences qui ont été complètement différentes et qui m'ont permis d'explorer toutes sortes de facettes de la mobilité de l'Université de Montréal, que l'Université de Montréal nous rend disponible. Avec ces expériences-là, en fait, je parlais déjà anglais et français quand je suis parti, mais l'expérience de mobilité m'a permis de développer mes compétences dans la langue japonaise. Donc maintenant, je suis très fier de dire que je parle japonais. Je pense que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, quand je suis rentré à l'Université de Montréal, ça a été dans la semaine d'accueil. On avait les activités d'accueil qui avaient, entre autres, partir à l'international ou la mobilité étudiante, donc aller faire un échange. Je vous dirais que c'est vraiment après ça, quand j'ai commencé à parler à d'autres personnes qui ont dit « Ouais, moi, j'aimerais ça aller faire un stage. » Et là, ça m'a fait c'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Et quand je suis allé faire l'atelier, en fait, plus officiel, pas nécessairement l'atelier de la semaine d'accueil, mais l'atelier plus officiel, on m'a tout expliqué. Je suis tombé en amour avec l'idée et j'ai fait « C'est beau, je me donne l'objectif d'y aller. » Je pense que ça a été... le stage en général a été un défi intellectuel parce que malgré que je connaissais un peu, grâce à des liens ou des expériences dans le passé, un peu le langage d'affaires, comment on vit un peu les affaires au Québec, au Canada ou même en Amérique du Nord, arriver au Japon et devoir complètement changer sa façon de faire, sa façon de travailler, sa façon de dire bonjour aux gens. C'est toujours avoir cette habitude-là qui était très difficile, mais c'est aussi, pendant le stage, ça permet de venir voir une panoplie de sujets à toutes les semaines. Où une semaine, on va parler de agroalimentaire, l'autre semaine, on va parler de multimédia, l'autre semaine, on va venir parler d'intelligence artificielle ou de quatrième révolution industrielle. Ça a été un défi intellectuel de venir s'habituer à chaque semaine aux nouveaux sujets. Et c'est aussi de se dire, c'est ma première grosse expérience de travail, plus qu'un emploi étudiant ou un emploi d'été, mais qui est aussi de l'autre côté d'un océan. Donc là, on perd tous les repères qu'on aurait pu avoir. On arrive à devoir se débrouiller très rapidement. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Mais c'est beaucoup de petits éléments au quotidien. Mais ça revient tout revient un peu à peut-être un code de conduite ou des normes à observer. Ça peut être dans toutes les rencontres où j'avais beaucoup de stress, surtout au niveau du stage, quand c'était de passer les cartes d'affaires au Japon, le Meiji Kokan. C'est tout simplement de venir... Il y a tout le processus de venir, on doit prendre notre carte, on doit vraiment aller dire bonjour à la personne,
se présenter, avoir le bon niveau de japonais. Et ça a été l'autre défi, c'est d'avoir le bon niveau de respect en japonais. Donc, il y avait déjà le défi de parler la langue. Il fallait rajouter le défi d'avoir le bon niveau de respect dans la langue en tant que telle, qui était difficile, mais de faire l'échange de cartes, de bien se présenter, de ne pas avoir l'air irrespectueux, de passer la carte, prendre la carte de l'autre, le regarder, toujours se rappeler tous ces petits détails de dire, il faut que je garde la carte, il faut qu'elle soit devant moi, il faut que je la regarde, je ne peux pas la mettre dans ma poche, je ne peux pas la mettre dans mon portefeuille ou dans mon porte-carte, parce que sinon, ça va avoir l'air irrespectueux. Et là, c'est tout le temps de venir se rappeler de ces petits détails-là au niveau quotidien, puis des fois qui ne servaient absolument à rien, parce que même les Japonais n'observaient pas ces règles-là et que c'est juste nous qui s'imposons ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de raisons d'aller de l'avant avec ce genre de projet-là, ne serait-ce que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau scolaire. Je pense que tout le monde peut retirer quelque chose de n'importe quelle expérience. Mais si j'en donne une liste, moi, le conseil que je dirais, c'est de ne pas hésiter puis d'y aller à pieds joints. Moi, 3 jours avant que je parte, je me disais encore dans ma tête, la première fois que je suis parti au Japon, je me disais encore dans ma tête, c'est une idée de fou. Qu'est-ce que je fais là? Je suis même pas supposé partir. Je vais me planter, je vais arriver là-bas, je vais stresser, il y a quelque chose qui va mal se passer, je suis loin des miens, je suis jamais parti de chez moi, je suis jamais allé en appartement par moi-même à Montréal, tu vis encore chez tes parents, tu n'as jamais fait d'épicerie à Montréal par toi-même pendant longtemps. Là, je me disais, ça va jamais fonctionner. Et au final, c'est probablement les expériences qui ont le mieux défini mon passage à l'université. Je pense que c'est très formateur parce qu'on se découvre soi-même à tellement de niveaux. On se fait envoyer dans un autre pays, on se fait dire tu connais personne, tu connais rien là. Redécouvre-toi dans une situation où tu n'as aucun contrôle. Donc, c'est un défi personnel énorme où on réussit à se prouver à soi-même qu'on est très débrouillard et qu'on est capable de recommencer à zéro très facilement. On est capable d'une capacité d'adaptation incroyable. Après ça, au niveau professionnel, ben, c'est unique de se dire je m'en vais travailler dans une autre langue ou dans un autre environnement complètement. Et ça montre aussi aux employeurs potentiels qu'on a beaucoup d'audace. On a beaucoup en bon français, de guts, de dire on part, on s'en va plus loin, puis on s'en va faire cette expérience-là sans hésiter. Et au niveau personnel, le nombre d'expériences culturelles et d'amitiés que j'ai pu faire là-bas qui sont absolument uniques, je ne les échangerais pour rien au monde d'avoir été capable de tenir un des hôtels portatifs, hôtel A-U-T-E-L, pas hôtel, j'ai pas tenu un hôtel, j'ai pas tenu un Hilton sur les bras, mais un hôtel portatif avec plein de personnes du village japonais, avec mon groupe de taiko, où on était dans un festival. Même des Japonais n'ont jamais fait ça. Et moi, j'étais là avec le gros billot de bois. Ça pèse à peu près 15 tonnes. J'ai fini la journée, j'avais l'épaule noire, tellement que j'avais des bleus à tenir ça. Mais c'était une expérience absolument unique. Jouer du taiko au Japon, dans des festivals aussi, avec le groupe universitaire. Je ne l'échangerais pour rien au monde. C'est un classique, mais n'importe quel film du studio Ghibli, ce sont des... Ben, Ghibli, en fait, comme on dit là-bas, mais ce sont des perles. La princesse Mononoke, par exemple, c'est vraiment c'est un excellent film. Mais je pense qu'un autre film qui est très bon, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé avant de partir, ça avait été en anglais, c'est Graves of the Firefly. C'est un très, très, très bon film d'animation, un vieux film d'animation aussi qui avait qui avait quand même un bon impact parce que ça parle du temps de la guerre au Japon. Ça montre quand même une très bonne résilience. Et sinon, sur Netflix aussi, il y a la possibilité d'écouter In This Corner of the World. C'est aussi sur le temps de guerre au Japon. Il y a une bonne quantité de rock pop japonaise qui est très, très bon. Surtout, mettons, il y a Asian Kung Fu Generation que je suis absolument en amour avec, mais ça, c'est un bon... C'est un bon groupe à écouter. Je dirais qu'il y a 3 choses. Ouais, c'est 2,5 peut-être. La première, c'est le prix au Japon. Au Japon, quand on quitte, on se dit au Japon, ça va être très cher. Ça va coûter cher, ça va me coûter, des montants exorbitants. En réalité,
il y a certains services qui coûtent cher, c'est sûr. Le train, le transport, les hôtels, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont pas. On est capable de sauver beaucoup d'argent au Japon et la nourriture coûte rien, mais absolument rien. On peut manger un ramen ou un ramen ou un bon repas complet là, d'un tonkatsu, une espèce de porc frit, à peut-être 10 maximum, ou moins de 10 quand ici, quand on va au restaurant, ça nous revient à des 14, 15, 16 juste pour le bol de ramen. Là-bas, j'en avais un pour 8 qui est plus gros qu'ici et bien meilleur, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour tous les commerçants de ramen au Québec. Je vous ai testé, mais vous ne battez pas ça au Japon, malheureusement. Donc, ça a été la première grande surprise. C'est beaucoup moins cher qu'on pourrait le penser. Le deuxième point, je pense, c'est aussi la préconception qu'on a, où il y a beaucoup de personnes qui reviennent du Japon qui disent les Japonais sont fermés, sont racistes, ils n'aiment pas ça, les touristes, ou ils veulent rien savoir de nous, ils nous manquent de respect, puis tout ça. Bon, vous allez en avoir des expériences comme ça dans tous les pays, mais au Japon, j'ai l'impression qu'il y a cette préconception-là, ce préjugé-là qui est très présent quand on part, où on a peur d'avoir ce refus-là. Mais à mon expérience, quand on commence à démontrer un certain intérêt pour la culture, quand on commence à démontrer un certain intérêt ou à parler la langue, il y a une ouverture qui se démontre qui est assez impressionnante. Et le point 5 que j'ai rajouté, c'est que les jeunes sont très ouverts. Il y a une fébrilité chez les jeunes de découvrir, chez les jeunes japonais, et de s'ouvrir à d'autres personnes qui fait en sorte qu'on est capable d'aller leur parler assez facilement. Ben, je pourrais en fait monter jusqu'à 3 parce que je pensais savoir à quoi m'attendre quand je suis arrivé au Japon. Et le pays en tant que tel m'a jeté par terre. Je suis tombé en amour au complet. Les paysages, les mœurs, la nourriture, les festivals, l'expérience quotidienne, les gens qui sont les Japonais en tant que tels. Je n'ai pas de grand dicton, malheureusement, qui me suit. Je n'ai pas de grand dicton d'un grand homme ou d'une grande femme qui aurait été prononcé et dit « Ah, my God, ça, je le suis. » Mais je pense que c'est plus une idée. C'est de ne pas craindre trop le changement ou l'inconfort, ou de sortir de sa zone de confort. Je pense que de sauter à pieds joints, parfois, ça peut donner des résultats inattendus, mais ô combien incroyables.